Bonjour à tous et bienvenue au Je me Salon. souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents, qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voie n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot « vie » prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue dans le Salon des métiers de la communication. Alors aujourd'hui, on va aborder les clichés de la communication et dire stop aux clichés. Tout d'abord, on se présente. WeAreCom, qui sommes-nous? On est un accélérateur de communicants en France. Notre objectif, c'est d'accélérer la transformation de notre métier et promouvoir sa valeur ajoutée. On est à la fois un média pour les communicants et un club réservé aux équipes annonceurs. Notre média, c'est plus de 20 000 visiteurs mensuels, plus de 35 000 abonnés à notre newsletter et plus de 50 personnes qui nous suivent chaque mois sur les réseaux sociaux. Notre objectif, c'est de progresser entre pairs. Notre club d'annonceurs propose chaque mois des ateliers, comme un atelier sur la cybercrise, sur les pratiques de l'écriture ou sur la sociologie en communication. Et déjà 2000 professionnels annonceurs nous ont rejoints. Alors, petit aperçu des métiers de la com. La communication est une science difficile. Ce n'est pas une science exacte, ça s'apprend et ça se cultive, dit Jean-Luc Lagardère, homme d'affaires et des médias. Alors, petit rappel sur l'histoire de la communication. Avant 1990, c'était le papier. Quand on passe à la télévision, apparaît le grand public. Dans les années 80, c'est la communication d'entreprise qui naît. Dans les années 90, c'est l'apogée de la publicité, l'avènement et la crise. Dans les années 2000, il y a une nouvelle professionnalisation des métiers des métiers de la communication et des nouvelles formations également. Dans les années 2010, c'est la digitalisation avec le web, le mobile, le social media. Et enfin, en 2020, c'est les nouvelles techniques comme les algorithmes, la data et l'intelligence artificielle. 3 objectifs communs à toute action de communication: se faire connaître et développer sa notoriété, se faire aimer et se rendre attractif, et enfin faire agir, c'est-à-dire pousser le client de passer à l'action. Jeff Richard, un acteur américain, disait « La créativité sans stratégie, cela s'appelle l'art. La créativité avec de la stratégie, cela s'appelle de la publicité. » Alors, avant de passer la parole aux pros, on va voir très vite quelques chiffres de la com pour 2022. 40% des emplois du numérique sont basés en Île-de-France. Toujours 37% des contrats liés au métier du marketing et de la communication sont des CDI. Les meilleurs salaires à l'entrée sont toujours le community management, le chargé d'acquisition, le chargé CRM et l'UX designer. Quant au métier qui recrute le plus de jeunes, on trouve le chargé de web marketing, le e-merchandiser et le community manager. Et enfin, les profils. Alors, c'est le niveau d'études, c'est Bac plus 4, Bac plus 5 qui séduit le plus les recruteurs. Et 28 ans, c'est l'âge médian dans le secteur de la communication et des relations presse.
Stop au cliché de la communication. On va laisser la parole aux pros. Alors, tout d'abord, non. Juste avant de laisser la parole aux professionnels intervenants, on laisse la parole à un grand professionnel de la communication, Frédéric Fougera, une figure dans les DIRCOM, qui a notamment été DIRCOM de Foncia. On regarde la vidéo. Pour vous en parler. La communication est-elle un vrai métier ? La communication dans l'entreprise est peut-être une des fonctions les plus fantasmées, désirées et parfois même détestées. Plus qu'une fonction, c'est surtout un écosystème de métiers qui évolue très vite, qui évolue chaque jour depuis l'explosion du numérique. C'est une fonction qui s'est tardivement professionnalisée et qui exige toujours beaucoup de pédagogie, tellement elle semble peu ou mal connue, autant par ceux qui la réduisent à un simple gadget que par d'autres dont ce n'est pas le métier et qui s'imaginent communicants. La communication est un métier. Alors maintenant, on va laisser la parole à nos professionnels du jour. Merci à Ségolène Tardy-Lemand, intervenante en stratégie de communication publicitaire et gestion de projet, d'intervenir. Du côté agence, on reçoit Éléonore Dumont, directrice générale de l'Illuminerie. Et côté annonceur, Romain Amar, responsable expérience client du Crédit Agricole Île-de-France. Je vais chacun vous laisser vous présenter. Ségolène, je vous laisse la parole. Et donc, bonjour à tous. Est-ce que mon micro marche? Ouais, c'est bon. Moi, je me présente. Donc, je m'appelle Ségolène Tardy-Lehmann. J'interviens à l'ISCOM en tant qu'intervenante en gestion de projet et en veille publicitaire. J'ai travaillé 15 ans dans les médias, en agence de pub chez EuroSCG, Groupe Futur dans le groupe Havas, et chez Lagardère en médias. Donc, la citation de Jean-Luc Lagardère me convient très bien. Donc voilà. Donc, j'interviens aujourd'hui dans les écoles pour encadrer effectivement les étudiants sur leurs projets et essayer de leur faire passer le savoir que j'ai acquis, tant en rédaction de recommandations stratégiques, parce que justement, il faut de la pédagogie et il faut être organisé pour développer des projets, et en même temps pour les produire en temps réel, parce que un projet, ça ne se passe jamais comme prévu, et donc il faut apprendre à être agile. Voilà. Merci beaucoup, Ségolène. Maintenant, Éléonore, peut-être en quelques mots. Eh ben, bienvenue à ce mini-salon. Je suis ravie d'intervenir et de partager ma passion pour la communication. Je représente l'agence aujourd'hui et plus particulièrement l'agence L'Illuminerie, anciennement Itel Media. Nous, la particularité, c'est qu'on est une agence en fait de création de contenu, notamment en vidéo. On fait beaucoup de motion design et de vidéo. Et du contenu au sens large. On est vraiment sur des stratégies de contenu et tout l'aspect éditorial qui va avec. Et ça sur des supports de diffusion qui sont très différents les uns des autres. Ça peut être de l'affichage dynamique, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être du web, de l'emailing. C'est très varié et ça va de la communication corporate à la communication commerciale, en passant par des projets un peu plus créatifs, avec beaucoup de direction artistique. Les clients de notre agence, c'est plutôt des profils grandes entreprises, gros annonceurs, notamment par exemple L'Oréal, la MAF, Etam, Alain Afflelou, la FNAC, et j'en passe. Voilà. Merci beaucoup, Éléonore. Et Romain, je vais te laisser te présenter à ton tour. Bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Romain Amar, je suis le responsable de l'expérience client au Crédit Agricole Île-de-France et je suis un passionné de communication parce que c'est mon métier de base. Et dans mon quotidien, eh bien, le sujet, c'est quelle est la relation entre la marque Crédit Agricole et puis ses clients en Île-de-France. Donc, ça, voilà, ma préoccupation, c'est de faire en sorte eh bien, que c'est 1,5 million de clients que nous avons et une relation personnalisée, même s'ils passent par le digital et qu'au final, ce sont des interfaces web. Donc, voilà, ma préoccupation et mon défi du quotidien est celui-ci. Et pour tous les marchés, que ce soit pour les particuliers, pour les professionnels ou pour les grandes entreprises qui sont clientes chez nous. Merci beaucoup, Romain. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un petit problème de son.
On t'entend, oui. On t'entend bien. Ah, c'est bon. Tout de suite, on passe du coup au cliché numéro 1. La com, la pub, le marketing, c'est du pareil au même pour vendre des produits. Ségolène, si tu veux commencer, que penses-tu de ce cliché? C'est du pareil au même pour vendre des produits. Non, pour moi, je fais la distinction entre la communication, la publicité et le marketing. C'est des secteurs différents. Pour moi, avoir une expertise plutôt média et de l'autre côté, une expertise plutôt agence de pub, c'est vraiment des métiers différents. Donc non, déjà, je les distingue. Et puis après, pour vendre des produits, la vocation première, en tout cas, de la communication, n'est pas forcément de vendre. Elle est, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, on a plusieurs axes d'image, de notoriété ou de comportement. Et donc, l'objectif ultime de comportement peut être de faire vendre, mais on a aussi de l'image de la notoriété sur laquelle on souhaite travailler. Merci beaucoup. Éléonore? Oui, alors c'est marrant parce que je trouve que c'est un vrai cliché qui existe réellement et notamment même avant de démarrer en com. Je trouve qu'on a vraiment ça en général à l'esprit quand on a envie de s'orienter vers la communication. Finalement, c'est notamment pour l'aspect publicitaire. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté qui ressort à chaque fois quand on parle à des jeunes communicants ou en tout cas des communicants, des futurs communicants. Assez rapidement, en fait, on se rend compte que ça a beaucoup évolué aussi ces dernières années parce que initialement, effectivement, la communication et notamment la pub, ça faisait partie du marketing parce qu'une stratégie de marketing, c'est un produit, un prix, une distribution et de la communication, bien évidemment. Mais aujourd'hui, la communication commerciale, c'est pas du tout la seule communication qui existe dans l'entreprise. Il y a plein d'autres types de communication qui existent, notamment tout ce qui est communication corporate, communication autour de la raison d'être de l'entreprise, communication interne. Aujourd'hui, la communication, elle est vraiment diffusée auprès de l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. Et il y a plein de types de communication, qui font partie même de l'entreprise, à l'exemple de la communication financière également. Merci beaucoup. Romain? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des communications qui sont adressées par public, la com interne, la com RH. Il y a des communications par, on va dire, thématique. Tu as évoqué, Éléonore, la communication financière. Il y a la communication RSE. Et donc, c'est en fait réducteur de penser que la com n'est que commerciale. Et finalement, les 3 typologies qui étaient indiquées là dans le cliché, ce sont 3 métiers vraiment différents. Et j'ai même envie de dire qu'effectivement, il y a une catégorie qui est, on va dire, la version visible de l'iceberg, qui est celle qui va vendre. Mais pour vendre, maintenant, nos cibles, nos publics ne veulent pas seulement connaître les caractéristiques du produit ou son prix, ils veulent également savoir comment il est produit, qui les produit. Et donc, cette communication, elle est vraiment... il y a un rapprochement, entre guillemets, des communications. C'est-à-dire que la communication RSE, ça permet aussi indirectement de vendre des produits. Et vendre des produits, ça permet de s'améliorer en RSE. Voilà, ce n'est pas si réducteur que ce premier stéréotype. Mais si je peux rebondir, c'est vrai que, en fait, très souvent, moi je vois avec les étudiants, ils confondent un peu tout parce que souvent dans des petites startups ou des petites entreprises, tout d'un coup, il y aura un département qu'on va appeler market et dans lequel ils font un peu de la com, un peu d'achat d'espace, un peu de tout en fait. Et donc pour eux, c'est un petit peu confus. Mais pour répondre à ton question de cliché, en fait, moi quand je suis arrivée par exemple chez EuroCG Futur de chez Havas, c'était en fait de la com RH et de la com de marque employeur. Et en fait, c'était assez nouveau. Et moi, quand j'ai débarqué là-dedans, en fait, j'étais vraiment happée en pensant publicité, exactement, parce qu'on faisait de la pub, mais pas de la pub pour les marques n'importe comment, on faisait de la pub pour de la marque. Ah, on a perdu Ségolène. Ah, ça a coupé. Mince, on a mais perdu pour le coup, pour prolonger l'échange, le propos de Ségolène, effectivement, on peut avoir des techniques qui sont communes, tout simplement de publicité que l'on va appliquer sur d'autres publics ou d'autres thématiques de com. Donc, pour prolonger Ségolène, on peut utiliser les mêmes techniques, mais pour des enjeux, des objectifs différents auprès de publics différents.
Désolée, j'avais disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais oui, c'est exactement ça. C'est que finalement, la communication, ça s'est élargi, ça s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, il y a énormément de types de communication. Il y a d'une part une communication qu'on pourrait appeler une communication commerciale, qui effectivement a pour fin de vendre un produit, de mettre en avant un produit. Et puis, il y aura toute la communication, comme tu l'as dit, Léonore, qui peut être financière, qui est marque employeur, qui est communication sociale et communication politique, qui, elles, n'ont pas pour but de vendre, mais qui ont bien pour but de délivrer un message avec, bien entendu, un objectif à la fin, comme tu le disais, Romain, qui peut être de recruter des gens pour rentrer dans un parti ou d'informer des gens sur des financements et à terme leur permettre effectivement de mieux intégrer ce type de choses. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est ce côté vraiment éventail et éclectique qui existe dans la communication. Merci beaucoup. Et justement, on vous a préparé quelques exemples pour détruire ce cliché. Alors, premier exemple, c'est un exemple d'une campagne RATP. Si vous prenez les transports en commun, vous avez certainement aperçu cette campagne d'affichage coloré en octobre dernier. L'objectif, c'était faire connaître aux voyageurs les 9 engagements mis en place pour améliorer l'expérience client. C'était un plan média sur les missions des agents avec des messages tels que « Veillez à votre sécurité sur les réseaux avec plus de 10 000 caméras et 1000 agents de sécurité » ou encore « Fluidifiez vos trajets avec un temps d'attente de 3 à 6 minutes maximum entre chaque tramway ». Donc ici, on voit bien que la com, ce n'est pas du tout du vent. Au contraire, elle s'engage pour le bien-être des passagers. Une autre campagne de communication qui s'engage pour le bien-être des consommateurs, c'est celle de Biocop, qui a décidé de transformer son magazine consommateur. Le Culture Bio, désormais, regroupe des reportages, des témoignages, des portraits, aussi des conseils, des astuces, des tutos, des fiches pratiques et de nombreuses recettes de cuisine. Le tout en 60 pages, tiré à plus de 450 000 exemplaires et distribué tous les 2 mois gratuitement dans les 600 points de vente. Dans ce cas-ci, encore une fois, la com s'engage pour le bien-être des consommateurs. Et enfin, le dernier exemple, c'est une petite vidéo, le rapport annuel de la marque BIC qui a décidé d'aller droit à l'essentiel. Donc, c'est simplicité et utilité qui sont les maîtres mots. On regarde tout de suite. On espère que ce cliché numéro 1 vous a convaincu. On passe au cliché numéro 2. La com, c'est que des paillettes et du champagne. On commence à 10 h, on enchaîne des réunions et on fait des pauses baby-foot. Romain, je te laisse commencer. Alors, ça fait 15 ans que je fais de la com et je suis très mauvais en baby-foot. Donc, pour le coup, je pense que le cliché tombe déjà. Ensuite, peut-être d'arriver à 10 h le matin, c'est assez rare, sauf quand on a des événements juste avant. En tout cas, ça me rappelle que c'est un métier de disponibilité, disponibilité vis-à-vis des autres. Donc, on est beaucoup à l'écoute des autres, beaucoup à les accompagner. Et donc, le fait des fois d'arriver, si c'est le cas, à 10 h, c'est certainement parce que on a passé beaucoup de temps avec des collègues à comprendre leurs problématiques juste avant ou organiser un événement. Et la réunion, oui, il y a beaucoup de réunions parce que on ne travaille pas seul quand on est un communicant. On est souvent dans une chaîne de valeur nous sommes un maillon de cette chaîne de valeur qui est très très longue. Et pour le coup, il faut se coordonner parce que on va dire la bonne idée, elle ne suffit pas. C'est surtout l'exécution de cette bonne idée qui est essentielle. Et vu qu'on n'est pas tout seul à la réaliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de super-héros en communication, il y a une équipe un peu Harry Potter, mais il n'y a pas, on n'est pas solitaire. Et donc, pour bien réaliser un dispositif, il faut se coordonner et souvent se réunir.
Merci Romain. Et toi, Éléonore, de quelle manière tu perçois ce cliché? Alors, je pense que c'est un cliché qui concerne particulièrement la vie d'agence. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui ont beaucoup joué là-dessus, sur ce cliché, hein, même voilà, du baby-foot, d'arriver tard le matin. Mais généralement, en agence, d'ailleurs, quand les gens arrivent vers 10h, c'est généralement qu'ils ont fait une charrette la veille et qu'ils sont partis à 23h. Ça arrive aussi. Donc voilà, c'est vrai que nous, la vie en agence, elle est quand même beaucoup rythmée par, en fait, tout simplement la vie de nos clients. On s'adapte essentiellement à ça, par exemple. Et ça, c'est vrai pour, je pense, beaucoup d'annonceurs, beaucoup d'agences, mais il y a vraiment un cycle des investissements publicitaires qui fait que, par exemple, la période entre octobre et décembre est toujours particulièrement chargée. Donc, il y a quand même des réalités comme ça. En revanche, je rejoins Romain parce que vraiment, c'est une question de travail en équipe avant tout. On fait beaucoup de réunions, mais c'est essentiel parce qu'on est quand même sur des métiers créatifs et c'est difficile en fait de se renouveler quand on est seul dans son coin. Donc l'échange est primordial et d'ailleurs de plus en plus, ce qu'on fait, hein, c'est vraiment de la co-construction aussi entre annonceurs et agences. Voilà, c'est pas uniquement en fait prendre un brief, vendre une idée à un client, c'est pas ça en fait. C'est vraiment proposer à chaque fois l'idée la plus pertinente, challenger à chaque fois la communication, prendre du recul sur les choses, parce que c'est pas toujours évident, je pense, pour les personnes qui travaillent chez l'annonceur d'être dans un... Ah, On a des petits problèmes de connexion aujourd'hui. En attendant qu'Éléonore nous rejoigne, Ségolène, si vous voulez prendre la relève. je vois qu'Éléonore se reconnecte, je vais peut-être lui laisser finir sa phrase. Oui, non, je disais qu'effectivement, on est là avant tout pour challenger en fait voilà, l'existant parfois chez nos clients, à prendre du recul et que nos clients qui sont chez l'annonceur ont parfois aussi besoin de ça, d'avoir ce recul, ce regard extérieur sur eux-mêmes et on est là pour les nourrir. Très bien, merci beaucoup. Alors, Ségolène, je vous laisse prendre la parole. Oui, bah alors, moi, je suis la plus vieille du groupe, donc en fait, j'ai connu un peu l'âge d'or des paillettes où on fait la fête et on boit du champagne. Donc, j'ai eu la chance de vivre en agence des moments très agréables, mais ce qui n'empêche en rien, comme ce que tu disais, Éléonore, qu'en fait, on bosse beaucoup et qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup de charrettes. Donc, tout d'un coup, quand finalement l'événement a lieu ou qu'il y a des fêtes qui sont faites pour réunir tout le monde et finalement, c'est une certaine manière aussi de récompenser l'investissement fort qui est fait d'une manière quotidienne. Voilà, donc oui, le champagne et les fêtes peuvent exister. Oui, le travail et les charrettes existent aussi beaucoup. Et oui, effectivement, lorsqu'on travaille sur des projets, moi j'ai piloté pas mal de projets, notamment en médias, et en fait, on propose des choses, mais pour qu'elles se réalisent, on est obligé de travailler avec tous les médias qu'on interroge, en fait. Donc on est obligé d'être collaboratif. Donc les réunions sont absolument nécessaires pour qu'on puisse s'entendre et faire en sorte que le projet se déroule correctement. Et donc voilà. Après, heureusement qu'il y a aussi des choses qui se détendent et qu'on n'est pas que toutes les agences peuvent permettre aujourd'hui éventuellement de faire une sieste, de jouer au baby-foot, etc. Mais il faut faire attention à se dire que c'est pas 100% de la journée en fait. C'est permettre d'avoir des respirations dans un métier qui est assez intense. Et qui nécessite effectivement quelques ajustements. Et je rejoins effectivement Romain, quand on a travaillé tard ou quand il y a eu un événement qu'on a accompagné, je me souviens d'une époque moi, où je travaillais avec des labels de musique pour lesquels il fallait aller à tous les concerts et tous les événements. Effectivement, c'était agréable d'aller dans ces concerts et ces événements. Néanmoins, je me couchais tard, il fallait quand même que je bosse le lendemain matin. Donc peut-être que je n'étais pas à 8h30, mais effectivement plutôt vers 9h30. Mais en tout cas, voilà, il fallait savoir assurer le travail qui était mené. Et si on travaillait sur des événements qui étaient plutôt nocturnes, il fallait gérer et le nocturne et la journée de travail. Merci beaucoup, Ségolène. Alors, cette fois, pour contrer cet argument de la com, des paillettes et du champagne, on a choisi de vous lire des citations de DIRCOM, parce que qui mieux qu'eux peuvent parler de leur métier. Dominique Danaï, directrice de la communication de Microsoft France, déclare « Nous exerçons un métier de paradoxe. Il faut aimer l'ombre sans craindre la lumière, être aussi bon orateur que bonne plume, penser à l'interne dans l'élaboration de la com externe, embrasser les changements même quand ils déséquilibrent notre quotidien,
être rationnel tout en écoutant nos intuitions. Mon principal conseil est donc aussi un paradoxe. Il faut allier créativité personnelle et qualité d'exécution collective pour réussir dans le monde de la communication d'aujourd'hui et de demain. Éric Lemaire, directeur de la communication d'AXA France, dit « C'est un travail lourd, fait de détails, de beaucoup de préparation, d'organisation. D'autant plus que, comme bon nombre de fonctions support, le rôle de la communication est un acquis rarement salué. Alors, il faut être fier de son expertise, savoir en faire la promotion, la partager et montrer la complexité de ce métier absolument indispensable. L'essentiel est de développer sa capacité à écouter et à créer du lien. Un bon dire-comme est quelqu'un qui sait écouter, se mettre dans l'ombre, composer avec des petits bouts d'histoire pour en écrire une grande. Après, il faut garder la tête froide et rester humble. Vous voulez avoir beaucoup de pouvoir, ne soyez pas dire-comme. Vous voulez avoir de l'influence, ce job peut vous amuser, disait Dominique Bentowood, directrice exécutive de la communication de Carrefour France. Et enfin, pour Marie-Laure Dubuisson, directrice internationale marketing et communication du groupe Longchamp, la qualité principale pour rester dans le coup est de cultiver sa curiosité. Mais ça ne s'apprend pas. Vous êtes curieux ou vous ne l'êtes pas. En communication, il est préférable de l'être. Alors visitez le plus grand nombre d'expositions pour y capter l'air du temps. Les tendances de nos métiers émergent dans les arts, l'architecture, le design, la musique, la décoration et dans la rue. Intéressez-vous à tout et piochez partout. Désormais, on passe au cliché numéro 3. Maud, si je peux juste... Maud, excuse-moi, pardon, si je peux juste revenir en fait sur ce qu'on se disait là, suite à ce que tu montres. En fait, dans tes citations, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont chez l'annonceur et non pas en agence. Et je pense que quand on parle de communication, il faut distinguer l'agence de l'annonceur, parce qu'effectivement, le principe de l'agence, c'est que tu gères plein de budgets différents. Et si tout d'un coup, en plus, tu es en agence événementielle, par exemple, tu vas gérer les événements de plein de personnes différentes. Donc, tu vas participer à plein de shows qui peuvent paraître justement très show-off, mais en fait, c'est quand même beaucoup de travail pour monter toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est pas parce que les gens te voient dans un événement, parce que c'est l'aboutissement de nombreux mois de travail avec un annonceur, que justement, tous les jours, c'est ce qui se passe. Voilà. Mais comme tu as contribué, que tu as participé à la création de ces événements, forcément, tu y es et tu parais toujours dans des environnements qui peuvent paraître aussi agréables. Donc voilà, je voulais juste remettre ça en perspective parce qu'effectivement, le monde de l'agence et le monde de l'annonceur sont quand même des mondes différents et qu'après, en plus, en monde d'agence, si tu es comme plus événementiel, en agence plus événementielle, pardon, forcément, il peut y avoir un biais, quoi. Merci pour cette précision. Alors, on passe tout de suite au cliché numéro 3. Donc la com, c'est du graphisme, des réseaux sociaux, des gadgets à la mode et des termes compliqués en anglais. Ségolène, je vous laisse enchaîner. J'ai souvent des étudiants qui arrivent effectivement et qui me disent moi j'ai déjà fait un stage, la suite Adobe je gère, les réseaux sociaux je gère, etc. Et en fait l'idée c'est pas juste d'être applicatif parce que dans ce cas-là tout le monde peut faire de la communication sur les réseaux sociaux et tout le monde peut se servir de Canva si on pense que c'est suffisant. Donc bien entendu que la com ce n'est pas que ça. La com pour moi qui vient du monde où justement on va rédiger une recommandation stratégique en amont, c'est d'abord comprendre un environnement, comprendre un annonceur, comprendre ses attentes, et parce qu'on identifie les choses correctement, pouvoir proposer en conséquence. Donc c'est loin d'être juste de l'applicatif de graphisme ou juste du postage sur des réseaux sociaux, mais effectivement, il y a toute une stratégie de communication à mettre en place pour qu'il y ait une cohérence globale dans la prise de parole des différents moyens de communication présentés. Donc voilà pour moi ce qui me paraît très important. Et après, juste pour faire un petit focus sur les termes compliqués, bien sûr qu'en France, on est quand même les rois de la complication des termes, où on les fait un peu frangler, un peu tout ce qu'on veut. Et puis, il faut que les termes évoluent aussi. Donc voilà, donc c'est sûr que le jargon de la communication n'est pas toujours simple, mais j'ai envie de dire en ce moment, je pense que dans tous les environnements digitaux, c'est pareil, le jargon est quand même très présent avec beaucoup d'acronymes, donc on n'est pas les seuls. Voilà. Merci beaucoup. Romain, je te laisse continuer. Ça marche. Pour compléter le propos de Ségolène, oui, c'est vrai que notre métier étant régulièrement empreint de nouveautés, eh bien, il y a forcément des nouveaux termes qui arrivent. Et je pense que c'est ça qui symbolise. Les mots symbolisent évidemment la complexité et les changements liés à nos métiers. Mais on a des jargons comme les boulangers ont leur jargon. J'imagine. Et souvent, ces jargons sont soit teintés de nouveautés, soit ont pour référence l'imprimerie, par exemple, et qui sont finalement les ancêtres des métiers de communicants aujourd'hui. Peut-être un petit point sur le graphisme. J'aime bien dire que
Ah, celle-là, Décidément. on se perd chacun notre tour. Oui. Ah. Mazette, me revoilà. Oui, simplement dire que une identité de marque, c'est aussi complexe que l'identité d'un individu. En fait, si Ségolène, si je résume Ségolène à des cheveux bouclés, je me trompe très certainement. Et donc, c'est bien plus complexe. Et ce travail que l'on voit d'une image, en fait, derrière, il y a énormément de boulot sur quels sont les mots qu'on utilise, quels sont les messages que l'on veut véhiculer. Et à travers ces messages, des fois, c'est aussi de l'icono. Mais avant tout ça, il y a eu un énorme boulot pour définir l'identité de la marque. Donc, non, ça ne se résume pas simplement à une affiche ou un post sur Twitter. C'est bien plus complexe que ça. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur ce que tu dis, justement, moi, je sais que très souvent, quand on travaille avec les étudiants en gestion de projet, souvent, ce qui est le plus facile à leur confier, c'est de dire, on va vous gérer, on va vous laisser gérer la communication sur les réseaux sociaux. Mais quand on commence vraiment à travailler sur quel contenu on va poster, à quelle fréquence, pourquoi, versus quelle audience, pourquoi sur ce support plutôt qu'un autre, est-ce que vous avez regardé les investissements, les KPI, les taux d'engagement, etc. Tout d'un coup, les étudiants disent « Ah ouais, faut penser à tout ça. » Donc voilà, donc, finalement, ils se rendent compte qu'il y a une vraie stratégie à mettre en place. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, on a un peu tendance à le balancer comme ça. Et c'est pas la même chose d'être utilisateur d'un réseau social et de poster à 3 copains que finalement d'être une marque et qui veut prendre la parole de manière structurée sur un réseau social. Et il y a plein de formats à utiliser sur les réseaux sociaux et justement, souvent, ils sont un peu méconnus et mal connus par les étudiants. Donc, être un utilisateur, c'est une chose. C'est pas parce qu'on regarde la télé qu'on sait créer de la publicité en télé ou créer de la communication sur le réseau, sur le média télé. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Et ça, souvent, c'est une découverte pour les étudiants. Merci Ségolène. Éléonore, je te laisse finir sur ce cliché numéro 3. Oui, effectivement, hein, sur la partie graphisme, je pense que la communication visuelle attire beaucoup et tout ce qui est design graphique, ça fait partie des choses effectivement qu'on aime beaucoup en fait quand on vient en com, tout simplement parce que c'est le résultat final. Et ça a nécessité en revanche beaucoup de travail en amont, et notamment si le contenant est important, en fait, le contenu l'est tout autant, si ce n'est plus. Hein, et c'est parfois ce qu'il faut rappeler, même d'ailleurs à des équipes créatives, hein, de jamais perdre de vue le message de base. Sur la partie réseaux sociaux, bien sûr que c'est important, ça fait partie de notre quotidien. Parce que déjà, je pense que tout communicant doit aussi travailler un peu son personal branding, ça en fait partie. Et puis, sur la partie gadget à la mode, franglais, etc., je dirais que déjà, il faut quand même, quand on est communicant, toujours être un peu à la page. Donc, ça fait partie aussi de notre métier, d'être au courant des phénomènes de mode, des dernières technologies, etc. Bien sûr, tout n'est pas important, mais c'est bien d'être au courant. Et sur la partie franglais, effectivement, je crois que beaucoup de communicants en abusent, mais je crois que tu veux poursuivre avec ça d'ailleurs, Maud. Tout à fait. Justement, en fait, il y a beaucoup d'explications de pourquoi est-ce que le communicant parle franglais. C'est que de nombreux outils digitaux sont... Alors, je vous remets ma slide. De nombreux outils digitaux viennent d'outre-Atlantique, ce qui explique cette grande utilisation de l'anglais. Après, il ne tient plus qu'aux communicants de choisir les traductions françaises qui existent, ce qu'on voit sur cette infographie. Et d'ailleurs, il existe des termes de communication qui sont bien français, comme page en vue, qui est un calcul du nombre de pages vues sur un même site par un utilisateur, ou encore le terme mesure d'audience, dont la définition est transparente. Donc on passe, c'est fini avec le franglais, on passe au cliché numéro 4. La com, tout le monde peut en faire, sans avoir de connaissances ni de compétences, il suffit d'avoir la tchatch. Ségolène, je vais te laisser commencer cette question, si ça te va. Eh bien, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la com, tout le monde peut en faire. En fait, comme le disait très bien Éléonore, la com, la plupart des gens voient le résultat final.
Et le résultat final aujourd'hui sur un monde de communication où les réseaux sociaux prennent beaucoup de place, en gros, on se dit tout le monde peut poster une vidéo, tout le monde peut prendre la parole, faire un podcast, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire finalement comment tout ça s'est construit et comment ce message va grandir et comment ça va prendre du sens sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année. Et c'est ça qui permet à une marque d'exister, c'est de le projeter dans un temps donné. Donc, tout le monde peut faire de la com sans avoir de connaissances ni de compétences. En fait, dans ce cas-là, on fait un one-shot et qui peut vite tomber à l'eau. Donc, on peut faire un one-shot qui marche pour une fois, mais ce ne sera pas quelque chose qui sera pérenne et pertinent parce que ce sera fondé sur rien du tout. Donc ça, c'est un truc sur lequel on travaille beaucoup avec les étudiants. On peut avoir la meilleure tchatch du monde. Si ce qu'on met à l'intérieur, c'est vraiment pertinent de rien du tout par rapport aux valeurs de la marque, par rapport aux objectifs qu'ils souhaitent atteindre, ça servira à rien en fait. Donc le spectacle de claquettes, il est super, mais dans ce cas-là, il est éphémère. Et ce que recherche effectivement l'annonceur, c'est d'avoir quelque chose de construit qu'on va pouvoir lui démontrer. La communication, le problème souvent, c'est qu'on est aussi sur du j'aime pas, du jugement de valeur. Donc si justement, on est juste sur la tchatch, le jugement de valeur, on se le prend en pleine face. Et alors que si on a construit une stratégie de communication parce qu'on a analysé le marché sur lequel on a analysé la communication de nos concurrents, donc ça nous permet de nous placer compte tenu de ce qu'on a analysé, bien forcément, on aura un argumentaire qui sera beaucoup plus fort pour notre annonceur pour lui permettre d'adhérer au parti pris que l'on veut développer pour lui dans sa communication. Et donc, ça nous permet de sortir de ce j'aime pas. Et donc, ça, c'est pas donné à tout le monde, effectivement, parce que ça s'apprend. Et je peux vous dire que les étudiants l'apprennent régulièrement et que c'est pas facile à mettre en œuvre. Et voilà, donc cet argumentaire, c'est tout un travail et c'est effectivement la stratégie de communication à mettre en place. Merci Ségolène. Éléonore, est-ce que tu veux enchaîner ? Oui, en fait, c'est vrai qu'au premier abord, ça a l'air simple, la communication. En réalité, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois, ça sollicite plusieurs sciences derrière, sur la partie sociologie notamment, par exemple, psychologie. Ça nécessite aussi d'avoir des compétences techniques parce que vraiment, il faut connaître les outils et en général, un bon communicant connaît les outils et n'hésite pas à mettre un petit peu les mains dedans. À côté de ça, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que, comme le disait Ségolène, il y a vraiment besoin d'avoir une vision globale, une stratégie de communication, une réflexion derrière avant de tout dérouler, et c'est ça qui prend beaucoup de temps. Et autre chose qui fait que c'est un métier parfois compliqué, mais ce qui en fait aussi la richesse, c'est que finalement, c'est un métier qui est en constante évolution parce qu'il évolue en même temps que la société. Donc, ça veut dire que la communication d'hier n'est pas celle de demain et qu'il faut en permanence faire de la veille, comprendre avant tout le monde dans lequel on évolue. Et si je rebondis sur ce que tu dis, par exemple, je pense à ça, moi souvent l'erreur d'un communicant débutant ou d'un étudiant par exemple, c'est l'annonceur lui demande une affiche, l'étudiant fait direct une affiche. Sans passer par le prérequis, comme je disais, d'analyser un contexte, de fixer des objectifs, de replacer à qui on veut adresser ce message, etc. Donc, je vois dans les chats que certains disent qu'une communication doit être pensée avec des prérequis. Et bien entendu, il faut organiser cette pensée. C'est un travail de fond, en fait. Et si on va directement de la demande client à produire un outil, on a une chose sur deux de tomber à côté, en fait. Et donc, c'est toute la différence entre avoir un travail de fond ou ne pas avoir de connaissances pour travailler. Merci Ségolène. Romain, je te laisse conclure sur ce cliché numéro 4. Oui, non, la communication est clairement un métier. Il ne faut pas confondre en fait avec la communication interpersonnelle. Donc je te parle parce que je parle avec les mains et ça serait ça mon métier, de parler avec les mains. Si je prends, on n'en a pas parlé, mais en relation presse, si je suis une grande marque, je vais être énormément sollicité. Et quand je suis énormément sollicité, je vais faire des choix. Donc, je vais aussi gérer le silence. Et donc, on va dire l'inverse du stéréotype, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de métiers en communication où on gère du silence. En fait, on fait des choix, on choisit d'investir dans tel ou tel média. Ça, ce sont des choix. Là où je ne suis pas, je laisse les autres parler de moi et la marque se tait, elle n'est pas présente. Donc, il y a aussi cette gestion du silence si je contrebalance avec la tchatch. Merci Romain. Alors sur nos petits exemples, on va aller vite parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de tout faire, mais c'était pour vous montrer que la com c'est avant tout une science et pas la tchatch, et qu'il y avait énormément de livres experts dans des sujets. Par exemple en communication interne, vous avez une petite sélection, également en relations presse et médias,
Voilà, ça parle de toutes choses et c'est vraiment des expertises de professionnels ou encore en psychologie de la communication. On passe tout de suite au cliché numéro 5. La com, ça ne se mesure pas, on n'évalue pas la performance. Et bien, Romain, cette fois-ci, je vais te faire commencer. Mais ça ne va pas du tout, ce cliché, évidemment. En fait, si on est dans le monde de l'entreprise, eh bien, on fait des investissements, on ne fait pas de dépenses en communication, on investit parce que derrière, on imagine un ROI, donc j'arrête les acronymes, et les anglicismes, un retour sur investissement. Donc, on imagine que quand on met 1 euro dans une campagne publicitaire, eh bien, que ça va nous rapporter 2 euros. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, c'est bien mesuré. Et à chaque étape, surtout avec le digital, eh bien, on peut vraiment mesurer à chaque étape d'un parcours digital où sont les internautes, où ne sont-ils plus, et comment on peut aller essayer de les faire revenir pour qu'ils puissent souscrire à un produit ou encore postuler à un job, puisqu'on a vu précédemment que la communication, ce n'est pas simplement vendre. Donc tout se mesure, et même, j'ai envie de dire, ce qui est purement en théorie qualitatif, qui va être, je ne sais pas, des retombées presse, eh bien, on est en capacité, même maintenant de manière automatisée, en fait, d'avoir des robots qui vont lire un communiqué de presse, essayer de retrouver les mêmes termes dans une retombée presse, et c'est de se dire, ça a matché, c'est bien mon communiqué de presse qui a été un élément déclencheur d'une retombée presse. Et cette retombée presse, on peut même mesurer sa tonalité, est-ce qu'elle est positive, neutre ou négative. Donc tout ça, ça se mesure, même du quanti peut se mesurer. Merci Romain. Ségolène. Oui, moi je vais rejoindre Romain, c'est-à-dire qu'en fait moi qui étais en média, bien sûr on avait une première mesure, c'est la médiamétrie, les audiences régulières pour nous dire voilà, il y a eu tant de personnes qui ont écouté ou qui ont regardé ton émission et compte tenu de ça, on va redéfinir le tarif publicitaire aux 30 secondes, etc. Donc ça a toujours existé, mais effectivement le grand public était moins sensible à ça parce que c'était vraiment dédié plutôt aux professionnels des médias. En revanche, c'est vrai que le digital a démocratisé considérablement les évaluations de performance. Aujourd'hui, tous les étudiants savent ce que sont des KPI. Et justement, quand ils montent leur propre compte Instagram, etc., le nombre de likes, le taux d'engagement, tout ça, ils peuvent l'avoir. Donc, je pense que ça a sensibilisé vraiment tout le monde sur les performances et les retombées qu'on peut obtenir quand on communique sur les différents moyens. Et voilà, le digital, pour moi, est vraiment l'aboutissement ultime de ça sur tous les moyens, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les sites web. Voilà, on a tout se mesure maintenant, vraiment. Et les taux de clics, les taux de redirection, enfin voilà, bref, on en passe à des meilleurs. Et ce qui permet effectivement d'avoir des investissements qui sont plus directs. Merci Ségolène. Et Léonore, est-ce que la com se mesure selon toi? Oui, alors c'est vraiment et définitivement un métier dans lequel on mesure beaucoup. Et je pense que, et pour conclure, je pense que Romain et Ségolène ont dit beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Pour conclure, je pense que c'est vraiment un métier dans lequel on teste des choses, on ajuste. Et voilà, c'est ça en fait en permanence. C'est comment j'ajuste en fonction des résultats, comment je prends en compte un contexte particulier par rapport à une audience particulière. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille de manière quotidienne. Et juste pour rebondir, je suis désolée, je suis bavarde, moi. Le truc, c'est qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que Romain disait à très juste titre que la communication, la publicité, c'est de l'investissement. En fait, même si on n'appelle pas ça de la dépense, c'est de l'investissement. Et c'est un centre de coût et non pas un centre de profit, d'où l'importance des audiences pour quand même avoir le sentiment que justement, cet investissement, il n'est pas à perte, en fait. Et donc voilà, donc ça donne du sens forcément à l'argent qui est investi. Merci Ségolène. Alors pour revenir très vite sur les KPI ou pour dire en français indicateurs de performance, donc il y a les indicateurs d'engagement pour mesurer les capacités de la communication à rendre ces audiences actives, les indicateurs de réputation qui reflètent le déploiement de la valorisation de l'image d'une entreprise, les indicateurs de business pour évaluer le soutien apporté par la communication à une activité commerciale, et encore les indicateurs de management des risques pour prévenir les menaces qui pèsent sur une marque ou sa réputation. Et pour vous montrer un exemple, ça c'est l'outil Google Analytics qui nous montre que la communication et ses actions se mesurent. Alors, on passe tout de suite au cliché numéro 6. La com, c'est de la manipulation et d'ailleurs le communicant n'a aucune éthique. Et Léonore, à toi.
Alors, je pense que historiquement, c'était certainement de la manipulation, et il y a un livre d'ailleurs très intéressant sur les maîtres de la manipulation à travers les siècles de David Colomb, et on voit qu'effectivement, dans les maîtres de la manipulation, il y a en fait beaucoup de publicitaires, bien évidemment. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu pour les entreprises, c'est pas de manipuler, mais c'est de faire adhérer. Et c'est vraiment le plus important, en fait. C'est ce que je vais mettre en avant, ce qui va faire que en fait, mes différents publics vont me croire. Et en fait, je pense que là-dessus, et on parlait de Frédéric Fougera tout à l'heure, ce qu'il dit aussi, par exemple, c'est que plus aucune entreprise n'est à l'abri d'un lynchage médiatique. Et je pense que c'est le cas. Donc, une entreprise qui essaye de manipuler aujourd'hui, je pense qu'elle a vite, en fait, voilà, un retour de bâton qui fait qu'elle n'a pas envie de mentir. Donc, on voit d'ailleurs beaucoup d'exemples en communication de crise où certaines entreprises parfois s'excusent, certains dirigeants même. Donc, voilà, il faut faire très attention, je pense. On ne peut pas se permettre, à l'ère du fact-checking, de dire tout et n'importe quoi. Et je pense que les communicants ont une éthique. Déjà, on a une éthique par rapport à notre métier. Et en plus de ça, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, parce que justement, on vit avec notre temps, avec notre époque et avec la société dans laquelle voilà, on évolue vraiment au quotidien, on se doit de suivre en fait voilà, les mœurs d'aujourd'hui. Merci Éléonore. Romain, est-ce qu'un communicant est éthique ? Oui, il est éthique. Alors, sur le mot manipulation, j'ai essayé de regarder, effectivement, même la définition, parce que c'est toujours intéressant. Je pense que tu as raison, Éléonore, on va dire les maîtres de la rhétorique, les sophistes nous ont fait une mauvaise pub, mais dès l'Antiquité, en fait. Et effectivement, non, le communicant aujourd'hui ne manipule pas. En tout cas, il permet, parce que personne n'est forcé à acheter un produit. Et comme l'a dit Ségolène, on est sur le temps long, en fait, puisqu'on ne peut pas faire de one-shot quand on est communicant. Si on fait du one-shot, en fait, on n'arrive pas à installer une marque, on n'arrive pas à installer un dispositif. Il faut du temps, en fait, pour la communication. C'est comme en matière, quand vous apprenez une langue, quand vous allez en cours, eh bien, il faut de la répétition pour qu'une marque soit connue du grand public. Et donc, ce temps long, il n'est possible que si on souhaite faire les choses bien. Et donc, être éthique, c'est faire les choses de manière correcte. Et si je trompe mon public, si je mens, eh bien, c'est tout de suite une cause de divorce. Et la fois suivante, je ne serai pas écouté. Donc, c'est totalement contre-productif. Donc, pour le coup, il n'y a pas de manipulation. Il y a eu des cas, si vous regardez même technologiquement, c'est-à-dire que les audiences que les marques adressent sur Facebook, eh bien, c'est disponible. Vous pouvez voir quelle marque diffuse sur quel segment d'audience. Donc, notre métier est devenu beaucoup plus transparent qu'il n'était précédemment. Et puis, on l'a dit vraiment en introduction, en termes d'éthique, si je travaille sur des sujets, même pour une ONG, je suis encore plus éthique que je ne peux l'être par ma propre exécution de mon métier. Donc, j'ai envie de dire, même notre savoir-faire, on se donne des règles, et il est aussi au bénéfice des fois d'actions purement altruistes. Merci Romain. Ségolène, je vous laisse conclure sur ce cliché. Oui, moi sur ce cliché, je rejoins Romain et Léonore. En fait, je voudrais donner 2 exemples. Si demain je décide d'ouvrir un restaurant et que en fait, j'ai envie de faire savoir que ce restaurant existe, mon but n'est pas de manipuler les autres, mon but est de faire connaître mon restaurant et d'en informer le plus grand nombre. Donc voilà, donc là déjà j'aimerais qu'on enlève ce cliché qui, quand on crée quelque chose, on a tout simplement envie de faire connaître ce qu'on a créé. Donc voilà, et je voudrais prendre un autre exemple qui est, moi j'ai commencé en com RH, justement, en com de marque employeur. Et à un moment donné, si l'entreprise dit n'importe quoi en externe,
les employés en interne, ça crée du conflit. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on soit raccord sur les valeurs, l'ADN, la véracité du message. On ne peut pas dire n'importe quoi. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Et aujourd'hui, avec les réputations, comme on l'a dit, les marques peuvent se faire flinguer très facilement et les remontées sont très fortes. Donc, on ne peut plus faire n'importe quoi. Et je ne pense pas que l'intention première ait toujours été de manipuler. Après, effectivement, quand on se rend compte que quand on fait du mass média, etc., on touche plus de monde et que, c'est pas forcément de la manipulation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'argent, on investit beaucoup, on touche plus. Est-ce que c'est pour autant qu'on manipule les gens? Je ne pense pas. Donc voilà, donc je serais un peu plus voilà, le mot manipulation est un mot qui me gêne. Je trouve qu'on y met quelque chose de très néfaste derrière. Et pour moi, la communication n'est pas de la manipulation. Et donc voilà, on a des messages à délivrer qui sont plus ou moins importants, plus ou moins, voilà, quand on travaille pour une ONG, c'est forcément plus effectivement un message qui est plus fort que si c'est juste pour vendre un stylo, j'en sais rien. Donc voilà, mais pour autant, on ne cherche pas à manipuler les gens, quoi. Merci Ségolène. Alors rapidement, quelques exemples qui montrent que la com n'est pas de la manipulation. On a sélectionné cette campagne de la marque de cosmétiques La Roche-Posay qui met en avant les problèmes de peau dans le but de sensibiliser et de soutenir toutes les personnes qui sont affectées par les problèmes de peau et contre les photos trafiquées. Ils mettent des mannequins justement sans filtre, les cibles en s'identifiant, dédramatisent leurs imperfections. Également, ce partenariat entre le club de rugby de Biarritz Olympique qui a créé un partenariat inattendu avec Grindr, une application de rencontre gay. Et dans son communiqué de presse, le Biarritz Olympique précise qu'il participe à la lutte contre l'homophobie et s'est engagé auprès de Grindr à continuer son action pour l'inclusion et l'acceptation au niveau de sa ligue du rugby. De la même manière, les marques s'engagent aujourd'hui. L'année dernière, pendant le Black Friday, Aigle a refusé, a décidé carrément de se fermer ses boutiques pour rendre sa consommation plus responsable et plus durable. Et enfin, en ce qui se concerne la data, Apple nous a fait une publicité qui vise à empêcher le tracking publicitaire. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de la voir, mais dans le chat, on vous donnera le lien. Si ça vous intéresse, allez la voir sur YouTube. Cliché numéro 7. La com, c'est difficile d'y entrer et d'y évoluer, surtout quand on est une femme. Ségolène, je vous laisse commencer. Moi, j'ai un exemple très simple. Chez Lagardère, notre dirigeante Constance Binquet était une femme. La plupart des directrices avaient été promues alors qu'elles revenaient de leur congé maternité. Donc ça, c'est un truc sur lequel je suis pas complètement d'accord en fait. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement des environnements qui sont peut-être plus propices que d'autres. C'est sûr que l'agence, c'est un environnement où il y a beaucoup plus de femmes que peut-être chez d'autres annonceurs. Peut-être que dans le BTP, effectivement, il y a beaucoup moins de femmes et que c'est bien plus difficile d'y accéder. Mais je crois qu'il y a quand même, faut souligner qu'il y a vraiment des entreprises qui encouragent effectivement les femmes et leur implication et qui ont plutôt tendance à les valoriser même. Comme l'exemple que je vous donnais à des retours de congé mat. Donc voilà. Donc je dis pas que c'est rose partout, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, je pense qu'il y a des endroits qui sont plus favorables que d'autres et pour lesquels il y a des carrières qui sont vraiment possibles et des très belles carrières pour évoluer. Merci beaucoup, Ségolène. Et Léonore? Alors, je pense que la com, c'est au contraire un métier relativement accessible. Tout simplement parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer, c'est l'essence même de l'être humain et voilà, ce qui en fait un métier dans lequel on a tous des notions, même si on a besoin de prendre en compétences et en connaissance bien évidemment, mais je pense que en tout cas voilà, c'est plutôt facile d'y entrer, y évoluer. Je pense qu'il n'y a pas de secret, vraiment, ça nécessite de bosser et de bosser. En fait, c'est ça, je pense, le secret dans beaucoup de métiers, d'ailleurs, c'est vraiment le goût de s'acharner un peu, d'aller dans les détails, de vouloir se perfectionner en permanence. Et puis, par rapport au fait d'y évoluer quand on est une femme, en tout cas, moi, je vois par rapport à mes clients, que beaucoup de décisionnaires aujourd'hui sont des femmes. Je pense qu'on est à peu près sur des proportions équitables en termes de représentation. En tout cas, voilà, par rapport à mon expérience en agence et par rapport aux clients qu'on a, il y a énormément de responsables DIRCOM qui sont des femmes. Donc, tout est possible. Merci beaucoup, Léona. Romain, alors
Quelques mots Oui, sur le juste secteur. rapidement sur, oui, c'est un métier qui est, c'est un métier de passion, donc beaucoup de gens veulent réaliser cette passion. Ce qu'il faut, c'est évidemment faire des études en communication, être le plus affûté possible par l'expérience en dehors de la formation, et puis après, hein, de multiplier au maximum les expériences. Et j'ai envie de dire oui, enfin, moi j'ai trouvé que c'était difficile d'y rentrer. Mais si vous ne croyez pas en vous, c'est sûr que personne d'autre ne peut croire en vous plus que vous ne pouvez vous-même croire en vous. Donc d'abord, il faut croire en soi et tout devient possible, surtout quand on aime ce que l'on fait. Merci Romain. Alors, très vite sur ce petit tableau, on voit qu'en 2020, en palmarès des directeurs et directrices de la communication les plus influents, sur 10 personnes, il y a 6 femmes. Et tout de suite, on passe au dernier cliché, le cliché numéro 8, sur lequel on ne va pas s'arrêter très longtemps. La com sera gérée par des algorithmes. Ce métier sera remplacé par l'intelligence artificielle. Romain, commence. Alors ça, c'est aussi un truc qui m'agace, hein, c'est que ce stéréotype, je le rejette absolument, car un algorithme, par essence, en fait, il n'a appris que par le passé. Il se projette dans le passé, enfin dans le futur, ou même dans le présent, que par l'apprentissage des expériences précédentes. Donc, il ne sait pas, il ne pourra jamais vous dire ce qui se passera dans l'avenir. Et il n'y a que l'humain qui peut transformer une donnée et en faire une information. Et donc, notre métier étant celui des émotions, puisque, in fine, on veut déclencher une émotion idéalement positive auprès de nos publics. Et donc, le règne des émotions fait qu'il y aura forcément un rejet des robots. Les robots ne peuvent pas créer des émotions. Donc, pour le coup, je suis tout à fait à l'aise pour dire que l'intelligence artificielle appliquée à la communication, c'est peu probable. Après, le communicant augmenté qui a accès à plein de données pour mieux connaître ses publics, ça oui, carrément. Merci Romain. Ségolène, tu enchaînes ? Ouais, je vais essayer d'être concise. En fait, par exemple, on voit qu'en AI, alors je suis désolée, j'ai une mémoire d'Alzheimer, dans le monde de l'influence, les influenceurs, au Japon, par exemple, il y a déjà beaucoup d'influenceurs qui sont d'intelligence artificielle. J'ai oublié le nom, là, vous savez, la petite chinoise qui a les couettes noires, là, comme ça. Enfin, la petite japonaise, pardon, plutôt. Et donc, voilà, et en fait, il y en a de plus en plus. C'est vraiment une montée en puissance qui est très, très forte. Donc, on peut se demander quid du métier de l'influenceur dans 5 ans, alors que, justement, l'AI a pris le dessus. L'algorithmie et l'AI, c'est deux choses différentes. Donc voilà, et moi je pense qu'il va y avoir une évolution qui est très forte. Il y a le métaverse qui arrive et qui prend aussi beaucoup de place, donc je pense que tout le monde aura sa place. Il va falloir faire cohabiter les choses ensemble, mais effectivement on se rend compte que ce soit il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'automatiser quand même. Donc l'automatisation pardon, c'est une chose avec l'algorithmie, l'AI c'en est une autre. Voilà, c'est deux choses qui vont cohabiter, mais en tout cas, il y a des métiers qui vont largement bouger parce que l'intelligence artificielle est là quand même. Merci Ségolène. Éléonore, je te laisse conclure sur le dernier cliché. Oui, je pense qu'en fait, c'est peut-être une grande chance qu'on a d'un point de vue technique. Aujourd'hui, il y a énormément de prouesses qui sont réalisées. Franchement, c'est vrai qu'on ne finit pas de s'étonner de ce que la machine est capable de faire. Parfois, c'est un gain de productivité. C'est rarement, je pense, un gain de créativité, en revanche. Et on finit vite dans des choses qui se ressemblent finalement et qui sont un peu sans saveur. Et comme le disait Romain, c'est vraiment une question d'émotion dans notre métier. Donc, ce serait dommage de passer à côté. En revanche, je pense que ce développement technologique, ce qui peut permettre, c'est d'aller vers potentiellement de la personnalisation. Et ça peut être intéressant, notamment voilà, parce que on aime être connu en tant qu'humain. Donc, mais bon, c'est bien qu'il y a des valeurs humaines finalement qui se cachent derrière si jamais c'est une réussite. Merci Éléonore. Alors, on n'aura pas le temps de voir tous les exemples, mais peut-être juste un qui est assez parlant. C'est Burger King qui a répondu à un tweet en pleine rue. Constatant l'engorgement du Burger King à Gare Saint-Lazare, un internaute avait demandé à l'enseigne d'en ouvrir d'autres Burger King. Et le tweet est affiché pendant le chantier en disant « Salut, pour te faire plaisir, on va en ouvrir un ici, t'as vu ». Donc là, on voit bien que ce n'est pas les algorithmes ni l'intelligence artificielle. Il va être l'heure de se quitter. Vous pouvez continuer à poser vos questions
au hashtag AskISCOM où l'ISCOM vous répondra. On espère que cet atelier vous a plu. Rendez-vous le 16 novembre de 18 à 19h sur le thème des stratégies de communication. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Ségolène, merci Romain, merci Éléonore. Merci Maud. Et bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.